Gary, j'ai 41 ans, je suis entrepreneur, j'ai 4 petits garçons en parallèle de mes aventures entrepreneuriales. J'ai commencé à entreprendre assez tôt parce que je suis un petit athlète en vélo jeune et lors d'un entraînement à l'âge de 20 ans, je chute de 4 mètres de haut sur la tête, je me brise les cervicales sur 3 étages et la colonne au niveau d'une vertèbre T7, en l'occurrence thoracique. Donc je perds la marche à ce moment-là, je fais un an d'hôpitaux et de centres de rééducation, des amis m'offrent un ordinateur portable en 2003 et je découvre le e-commerce en fait à ce moment-là. Je ne retournerai pas sur les bancs de l'école, je lance ma première entreprise en 2004, début 2005. J'ai eu 2 aventures entrepreneuriales dans le e-commerce avant Autrix, je vais vous expliquer juste après ce qu'est Autrix. Où dans ces précédentes aventures, je vendais du matériel informatique ou des iPods reconditionnés en ligne assez tôt. Et puis j'ai cédé ces aventures à l'âge de 24 ans et demi, 25 ans. Et à 25 ans, retournant devant la feuille blanche entrepreneuriale, j'ai ressorti sans rancœur mon vélo. J'ai commencé à faire un peu de sport à ce moment-là. Et en étant confronté au retail physique de l'époque, je me suis rendu compte qu'à la fois les sourires que j'aurais aimé trouver en passant le pas de porte des magasins, je ne les avais pas, et que la profondeur d'offres dont j'avais besoin n'était pas au rendez-vous non plus. Donc avec la fougue d'un jeune de 25 ans, les études de marché qu'on ne fait pas, et ChatGPT qui n'était pas là, j'ai décidé à la CCI de Versailles de déposer 2 nouveaux statuts pour créer un acteur en ligne dans le sport, qui s'appelle Autrix. Donc l'aventure démarre avec 6 000 € dans un garage à ce moment-là. Je vous fais l'histoire de manière assez courte, mais on démarre avec le vélo. La proposition de valeur, c'est d'avoir un site de e-commerce, le mieux fourni possible, avec un support client et une expérience logistique qui est très fluide et idéalement très express, ou encore aujourd'hui, avec 120 000 références, on vous livre avec une promesse le lendemain matin à 9 h, avec un cut-off la veille à 19 h. Donc on livre en moins de 24 heures, parce qu'on a vite défini, enfin, en tout cas, au standard d'Amazon si on voulait survivre. Et fournir une expérience qui allait bien au-delà de ça. Donc en opérant différentes diversifications horizontales et verticales. Ce que j'appelle vertical, c'est nos canaux, la géographie, l'omnicanal, les métiers de service, l'atelier, etc. Et puis en horizontal, en fait, on a un peu stretché le vélo sur un périmètre qui est l'outdoor au global maintenant. Donc depuis quelques années, on adresse le vélo, la course à pied et l'outdoor. 6 000 € de mise au départ, une croissance organique de 0 à 10 millions en 3 ans, première levée de fonds, on en a fait 3 en tout. La première s'est faite avec Partech, certains dans la salle connaissent bien, les confrères sur nos aventures. Et on a une histoire assez frugale dans l'e-commerce parce qu'on a levé en tout et pour tout 10,5 millions. Et moi quand je suis sorti de l'opérationnel il y a 1 an et demi, la boîte faisait 240 millions de volume d'affaires en euros et 160 en chiffre d'affaires pur hors taxe. Et cette aventure, je l'ai cédée en 2 temps à Decathlon, entre 2019 et 2024, ce qui a permis au groupe à la fois d'accélérer sa digitalisation, à la fois de pouvoir raconter avec une autre marque une expérience un peu plus spécialiste que celle de Decathlon, qui est une marque formidable mais qui a un positionnement généraliste, 80 sports, 3 chez Autrix, et un positionnement où, on en parle en préambule, on accueille évidemment avec un énorme plaisir absolument tout le monde, mais dans les 850 marques que nous distribuons, on a quand même plutôt un positionnement moyen haut de gamme, qui est souvent le moyen haut de gamme, l'expérience Decathlon qui s'arrête pour aller chercher après un spécialiste. Bon, elle est en capacité d'être prolongée avec un acteur comme Autrix maintenant dans l'écosystème du groupe. Voilà. Et donc, dans ces enjeux en fait, c'est amusant, j'intervenais au CJD de Paris hier soir et on me demandait quel est le KPI, le premier, auquel je me suis accroché au début de l'histoire pour me dire ça va tenir. Et en fait, le premier que j'ai regardé, moi, c'était les repeat business. On me parlait des dividendes, on me parlait de ça, alors évidemment, c'est très important. Mais le premier, c'était les repeat business parce qu'on est sur un marché qui est communautaire. En général, si vous pratiquez un sport, sauf accident ou vraiment erreur de choix, un sport, on le pratique des années, des décennies, il n'y a pas de rupture à ce niveau-là. Ou si vous avez une rupture dans le repeat business, dans un business comme celui d'Autrix, c'est que c'est un moment, il y a eu un cafouillage dans l'engrenage et dans le système. Et donc on s'est vraiment animé sur ce premier indicateur, et donc toute l'expérience client, et je parlais de la logistique parce que pour nous elle fait complètement partie de l'ensemble, vraiment animé depuis le début là-dessus. Et donc assez tôt, parce que le e-commerce est un levier absolument extraordinaire en termes de trafic, de profondeur d'offre, de contenu,
de capacité évidemment à faire du shopping sur des heures de fermeture de retail physique, mais il y a des limites aussi. Et sur des produits techniques comme les nôtres, on a très rapidement passé le cap et l'envie d'avoir du retail physique. Donc on a ouvert un premier magasin, je pense, il y a 7 ou 8 ans maintenant. On en a 10 à date, on en aura 12 ou peut-être 13 d'ici Q2 2026. Ces magasins-là sont aux 4 coins de la France pour le moment. On scalera sur l'Europe bientôt. Mais pour des sujets de droit du travail, social, etc., vous pouvez imaginer, on ne s'est pas mis toutes les couches de stress sur le dos tout de suite, donc on a commencé par le périmètre français. Et aujourd'hui, ça représente 10 à 15% de notre volume d'affaires. Ce qui est, et je vous laisserai la parole à Manuel après si tu as des questions, mais ce qui est très intéressant, c'est que, avant de creuser sur la partie expérience qu'on offre à ce niveau-là, on s'est beaucoup challengé sur le mapping qu'on avait pour ouvrir nos magasins. Parce qu'évidemment, quand on est un e-commerçant qui fait déjà 200 millions sur la France, finalement, sur un marché spécialiste comme le nôtre, c'est un peu de business déjà. Donc est-ce que quand on ouvre ici ou là, on vient cannibaliser le premier canal? L'approche qu'on a eue, il y en avait deux, à notre sens, c'était de se dire, alors soit on va sur des territoires, effectivement, on a encore à aller chercher et on plante un drapeau en physique pour accélérer cette croissance de part de marché, ou alors on prend le sujet à l'envers, où est-ce qu'on est déjà très présent, et pour pérenniser cette présence, pérenniser l'expérience, pérenniser le rapport qu'on a avec nos clients et avec la marque, on vient mettre un magasin pour apporter du service en local. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on ouvre un magasin, il y a évidemment un atelier, il y a évidemment ce qu'on appelle une étude posturale. Je ne sais pas s'il y a des pratiquants de vélo un peu plus engagés dans la salle, mais une étude posturale, c'est un appareil sur lequel on vous pose 1h30 avec des capteurs, qui nous permet de définir pour vous la meilleure position et le meilleur ratio entre confort et efficacité sur un vélo. Ce qui est assez, parenthèse, assez rigolo maintenant, c'est qu'on a des gens qui font ce qu'on appelle du vélo taf, qui ont un vélo électrique, donc qui se servent tous les jours en ville, et qui viennent faire des études posturales parce que chargés avec un sac ou parce qu'ils font 30 km par jour, ils ont aussi des problèmes de douleur au genou, au dos, et ils cherchent à mieux se positionner sur leur vélo. Je ferme la parenthèse, tout ça maintenant est un grand ensemble, et juste le chiffre sur lequel en tout cas les données sur lesquelles je voulais arriver, c'est que on a en moyenne 2,4 commandes par client, nous, par an. Le e-commerce seul délivre des chiffres qui sont très bons, mais quand on a un client qui est omnicanal, l'engagement en termes de nombre de commandes et de points de contact chez nous double quasiment avec la marque, parce que l'expérience omnicanal globale fait que le client est beaucoup plus engagé à nos côtés. Wango s'est lancé comme logiciel de voix sur IP, c'était un Skype, pour ceux qui connaissent, en filiale de Neuf Télécom. Assez vite, Skype a pris le marché monde de la communication de PC à PC, et les box ont intégré dans leur offre Triple Play la téléphonie, pas cher ou un plus, quoi. Donc pas de marché, donc pivot. On opère la plateforme de télécom pour faire un eBay des services et se dire que ce qui a de la valeur, c'est de mettre en relation avec la bonne personne. Et donc se dire que tout le monde a eBay dit tout le monde a un produit à vendre, Wango dit tout le monde a un service à vendre, qu'il s'agisse d'un conseiller dépannage informatique, d'un conseiller juridique, d'un cours d'anglais ou d'une consultation de voyance. Ça a tout de suite décollé en voyance et en juridique. En voyance parce que nous avons ubérisé ce que connaissent peut-être certains, le marché de l'audiothèque, en apportant les codes du e-commerce à la consultation de voyance et apportant beaucoup de bénéfices par rapport au point de douleur pour les voyants, au point de douleur pour les clients. Je pourrais vous en parler plus, mais je pense que ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Et sur les avocats n'ont pas le droit de faire de la publicité en ligne, et les clients finaux, quand on a un problème juridique, heureusement, c'est pas régulier. Et puis quand on en a un, une fois on a un problème avec un voisin, une fois on a un problème avec un employeur, une fois on a un problème avec son conjoint, et c'est pas le même avocat. Et donc lequel contacter, et puis je pousse la porte chère, ça me coûte 300 €. C'est un peu l'image qu'on a. Ou alors il y a une place de marché qui me permet de consulter par téléphone un avocat pour 30-40 €, de le choisir sur la base de ses références et des avis clients. Et pour l'avocat, l'opportunité d'avoir un apport d'affaires qui ne peut pas se générer tout seul, puisqu'il n'a pas le droit de faire de la pub en ligne. Voilà, c'est les deux marchés qui ont fonctionné. Derrière, on a acheté 13 entreprises par verticale. On s'est développé dans le conseil juridique, dans le coaching, dans la mise en relation avec des artisans, des médecins et des profs.
En 2018, en 2014, Bolloré est arrivé. On était devenu filiale à 100% du groupe Vivaldi. Bolloré nous a dit, vous savez acheter, vous allez nous montrer que vous savez gérer. Donc on ne mettra pas 1 euro supplémentaire dans la croissance. Le projet était de racheter les pages jaunes. Bon, c'était plus le projet. On a appris à faire de la marge, on a appris à optimiser, on a appris à arbitrer, à faire des choix. Et pas seulement à développer. Et en 2018, toujours dans l'enjeu d'aligner les intérêts, il n'y avait plus d'alignement d'intérêts entre Vivaldi et nous. On a proposé, avec 2 des fondateurs, de racheter l'entreprise, et c'est à ce moment-là que je suis devenue l'ADG. Nous avons fait un crédit vendeur. Nous avons vendu toutes nos activités, sauf la plateforme de voyance et l'outil, la plateforme télécom, qui nous sert aussi d'outil de téléphonie. Donc on a un outil façon, vous devez connaître AirCall ou Ringover, qui permet d'opérer des services clients et des services commerciaux notamment, et de faire beaucoup de speech analytics, qui est quand même une source inépuisable d'apprentissage sur toujours l'alignement des intérêts. En 2020, j'ai ouvert la première boulangerie Léonie, qui a très très bien marché par rapport à plein de phénomènes, l'expérience client d'ailleurs, le produit aussi, mais l'expérience client et un petit peu un renouveau de la boulangerie. Depuis, on en a 6, on est sur la 7e qui est signée et la 8e qui ouvrira fin 2026, et là on est en train de commencer à parler de l'étranger. Donc on a des pistes assez sérieuses sur la Grèce, parce que j'ai été consultant sur plusieurs gros projets en Grèce, donc du coup les gens me connaissent et ils sont intéressés par mon profil et surtout le profil de Léonie, et l'espagnol. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y a de nouveau. Pourquoi avoir fait rentrer Judith en tant que directrice? Parce que on a commencé à 5 personnes à la boulangerie, on est 120 maintenant au bout de 5 ans. Donc l'évolution fait qu'il faut structurer, donc on est pas mal structuré au niveau du back-office avec tout ce qu'on connaît, RH, comptabilité, etc. etc. Et du coup, j'avais besoin de quelqu'un pour m'épauler au quotidien, dans les tâches du quotidien, parce que moi je ne peux pas tout faire. Voilà, il y a 24 heures dans une journée. Donc voilà, donc aujourd'hui, comment nous on gère un petit peu tout ça? Ben, c'est très simple, hein. Déjà on se focalise sur le produit, qui est l'expérience client, comme vous l'avez relevé quand vous êtes dans une boulangerie. La première chose que vous parlez, c'est du produit, mais aussi un petit peu les espaces. Là, il y a une grosse modernisation de la boulangerie, on n'est plus sur un principe de boulangerie qu'on a pu voir à l'époque avec les petits bonbons Haribo, les petits sachets de croissants de la veille, etc. etc. Donc on est plus sur des endroits ou des lieux de vie où on va retrouver un coffee shop, on va retrouver des places assises, on va retrouver un petit peu de musique d'ambiance, un univers qui nous fait rester toute la journée. Aujourd'hui, la boulangerie est en train de prendre des parts de marché dans le snacking. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 90% des sandwichs vendus en France, c'est pas le kebab, c'est la boulangerie, hein, c'est ceux qui maîtrisent le premier élément qui est le pain, donc à l'heure du déjeuner, et on est en train de prendre des grosses parts de marché dans tout ce qui est café également. Aujourd'hui, le café représente un gros chiffre chez nous. Toutes nos boulangeries sont équipées de coffee shop, donc on n'a pas de machine automatique, on a des machines avec des baristas, des vrais baristas, donc on a un service spécial à table sur les petites surfaces, parce qu'on a des boulangeries où on a 10 places assises, on passe à 25, mais après on monte jusqu'à 200 places assises sur la dernière, et celle d'avant elle est à 80. Donc on a beaucoup de rotation par rapport à ça. On part entre plus petites boulangeries, 700 clients jour, jusqu'à 1500 clients jour. Donc oui, on a beaucoup de baguettes, mais aujourd'hui, c'est pas le pain qui se vend le plus. Je pense que les gens sont en train de moins manger de pain et moins manger de baguettes. Ils essaient de se renseigner, ils achètent beaucoup plus des pains avec des farines assez spéciales. Nous, on n'est que sur du levain, donc les gens commencent à connaître le levain, même s'il y a énormément d'ignorance sur
sur ce phénomène de levure naturelle et sur la fermentation en elle-même. Pour rendre le pain beaucoup plus sain, il y a plusieurs critères à respecter. Ce n'est pas que le fait qu'on met du levain qui va faire que le pain est de moins ou bonne qualité ou moins digeste ou pas. Je ne vais pas vous faire un cours sur la boulangerie, c'est pas pour ça que je suis venu, mais en gros, si vous avez le temps un jour, je vous expliquerai, mais en gros, donc voilà, donc nous c'est le produit. On a des magasins assez linéaires, donc moi j'ai décidé tout simplement d'avoir une caisse et une caisse à la fin du magasin, un peu comme des supermarchés où vous allez faire vos courses, et la finalité, ben, c'est la douloureuse, comme on dit dans le sud-ouest, donc vous passez à la caisse. Pourquoi? Parce que j'ai besoin que les gens puissent voir tout le panel de ce qu'on offre. Aujourd'hui, si vous venez, vous avez une caisse devant un rayon de baguettes, les gens prennent leur baguette sans mots. Sauf que quand vous avez 5, 10, 15 minutes de queue, vous venez pour une tradition, en général, vous prenez autre chose, du coup, ben, on a un ticket moyen qui augmente. Par rapport à ça, j'ai décidé, moi, voilà, la boulangerie que tout le monde connaît, c'est souvent une vendeuse qui est à la caisse et il y a un temps d'attente avec des creux, beaucoup de creux dans la journée. Nous, on n'a pas trop de creux justement, on a une grosse rotation, donc on a beaucoup plus de vendeurs. Donc on a 2-3 vendeurs par shift, ce qui permet d'avoir un service beaucoup plus actif, beaucoup plus réactif et avec moins d'attente. Donc voilà, pas toujours, mais on essaye. Ah, il connaît les boulangers de Léonie. Des fois. Mais on est contraint à ce qu'on appelle le social. Je sens que Christophe, il voulait dire quelque chose. Et on a des problématiques comme tout le monde, mais en général, ça se passe très très bien.